te débrouilles avec tes hommes qui font des trucs avec du caca. Tu te débrouilles. Oui. Mais c'est tes copains, c'est ta famille, c'est ta liberté. Ici en Afghanistan, on n'a pas des copains comme ça. Non. Oui, t'as envie que je vienne en Afghanistan, en fait, avec ma famille. Moi, franchement, et si tu veux ne plus voir ces gay priders, viens en Afghanistan, tu n'en verras plus. Oh, je pense que le Maroc, c'est plus proche. Mais tu sais, je me pose la question, un de ces quatre, je me casserai au Maroc ou au Maghreb, quelque part. Au moins... Ah oui, pas mal de juifs là-bas au Maghreb, il y a pas mal de traîtres là-bas. Tu pourrais bien t'entendre là avec... Et en plus, si tu as du pognon là-bas, tu peux avoir des petits garçons et des petites filles et ils vont rien te faire, malheureusement. Arrête, il y a du tourisme sexuel et on est prêt là-bas, malheureusement, certains Marocains sont prêts à vendre leurs filles pour de l'argent. Non, j'ai pas envie de faire ça, arrête. Mais je t'explique, parce que je connais pas ton degré de perversité, mais en général, les clients, ils aiment bien le pinard. Je fais une caricature, mais ils aiment bien le pinard. Ouais. Ils aiment bien le bon cigare et ils aiment bien les jeunes filles. Ouais, non. Je suis pas à ce degré-là. Attends, je suis assez conservateur. Je connais pas ton statut de mécréant, le degré de mécréance. Je connais que les mécréants sont comme ça. Je te dirais que j'ai quand même des valeurs familiales, anciennes, de vieilles familles françaises. Et donc, j'ai des valeurs morales. La morale, c'est très important, la morale. C'est pas parce qu'on a quitté une croyance ou quoi qu'il faut rompre avec les valeurs morales de cette croyance. C'est la morale qui est très important. À l'époque des Romains, à l'époque des Morins, il y avait la vertu. Ils n'étaient pas monothéistes, mais ils avaient des valeurs morales. Pas spécialement de religion pour une morale. Et des valeurs morales. Tu es d'accord avec moi, Peder? Tu peux éteindre ton micro quand tu parles, parce que comme ça fait pas d'écho. Pardon, j'éteins, vas-y. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que la morale, c'est relatif, et ça dépend des générations. Aujourd'hui, à l'époque, les rois de France, ils se mariaient avec des jeunes filles, des petits. Il n'y avait pas de problème. La morale n'était pas encore. Donc, dans le fil du temps, la morale peut évoluer. Tandis que nous, en islam, ça n'évolue jamais. C'est toujours le même discernement, la même morale qui va. Que ce soit il y a 1400 ans ou toujours, l'alcool est interdit. Le discernement, la raison, c'est toujours la même. Et quand ça sera dans 20 ans ou dans 30 ans, ce sera toujours la même raison. C'est-à-dire que le bien et le mal, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est le créateur de l'univers qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. La morale, c'est la morale d'Allah, c'est lui qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, et ce n'est pas... avec le temps, on évolue et la morale change avec le temps. Non, c'est pas comme ça. Eux, c'est comme ça. Il y a des choses, aller se prendre un bon petit pinard, picoler un petit verre, c'est leur morale. Ça fait partie de leur éthique, ça fait partie de leur morale, ça fait partie de leur tradition. Chez nous, c'est pas comme ça. Il y a 1400 ans, c'était interdit l'alcool. Dans 2000 ans, ça sera toujours interdit l'alcool. Parce que nous sommes des gens doués de raison. Et la raison, c'est pas nous qui l'avons fabriquée, c'est le créateur de l'univers qui nous donne la raison. Et tu n'auras jamais raison si tu n'as pas le discernement avec le livre d'Allah qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce n'est pas les êtres humains qui nous disent ce qui est bien, ce qui est mal. Excusez-moi pour la petite parenthèse. Oui, tu es en train de me dire que tout est figé dans la jurisprudence islamique et que les hommes ne peuvent pas faire évoluer les lois en islam, qu'elles sont déjà toutes préparées et prêtes et qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis la période de la révélation jusqu'à aujourd'hui, dans l'islam sunnite par exemple. Non, c'est pas ce que je dis. Je précise alors. Oui. C'est une question, hein, tu sais, j'essaye pas de te mettre en défaut du tout. Non, tu essayes de comprendre. On part du bon soupçon que tu essayes de comprendre. Donc, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes pas contre la modernité. On évolue avec le temps. La modernité, nous sommes pas contre. On n'est pas contre avoir un téléphone, avoir la technologie,
développés dans la technologie, savoir faire des bombes pour se défendre, tout ça, ce n'est pas interdit en islam. On est pour la modernité. Mais on veut islamiser la modernité. On ne veut pas rentrer dans la modernité pour rentrer dans la modernité, commencer à pervertir nos valeurs. C'est-à-dire que nous, ce qui est mal, il y a 1400 ans, on ne touche pas. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que on peut rouler avec des voitures maintenant. Parce que nous, on croit que si on est des islamistes, on va être tous avec des dromadaires, en train de demander des dates et du lait, et on est comme au Moyen-Âge. Voilà, et c'est pour eux, c'est ça l'islam. Non, non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est rentrer dans la modernité, mais l'islamiser. En Afghanistan, il y a plein de GSM, il y a plein de technologies, il y a plein... Regardez, j'ai la 5G. Ben oui. J'ai la 5G ici en Afghanistan. Donc, il n'y a pas... Arrêtez de croire que nous sommes contre la modernité. On voit bien, même les Iraniens, ils ont islam... bonsoir Jean-Louis. Salut Bébert. Ils ont... Bonsoir. Même les... Salut Bouillavet. Même les Israéliens, ils ont réussi à islamiser leurs drones. Ils les ont appelés les shahids. Tu vois bien que Bébert, ils essayent d'islamiser la technologie, les musulmans. Ah ouais. Salut à toi, Jean-Louis. On avait déjà échangé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps déjà. Je devais revenir avec un pote afghan, mais il n'est pas là ce soir. Mais à l'occasion, il viendra avec nous pour parler avec toi. Voilà, là, j'étais monté pour dire bonjour à Bébert. Mais tu sais que quelque part, tu es un exemple pour Bébert. Tu es l'exemple à donner aux musulmans de France. Lui, il aimerait bien voir les musulmans de France faire la hijra comme toi. Tu vois c'est pour ça que Bébert et moi, nous n'avons pas un conflit d'intérêts. Nous avons les mêmes intérêts. Ah ouais, moi, je veux que les musulmans partent. Je confirme. Tu vois, lui, il déteste les Sarrasins, il déteste voir un bougnon. Non, c'est pas vrai. Ah, il t'a dévoilé. Non, Abou Yavé, je veux bien d'une bougnoule quand elle est sans foulard et qu'elle danse et qu'elle fait des you-you. Elle, je l'aime bien. Elle est folklorique. Mais je veux pas une bougnoule avec son foulard et ça, j'ai là-bas. Non, ça, je veux pas. Salam alaikum, c'est pas vrai. Non, ne me jugez pas quand même. Ne me jugez pas. Faut pas aller trop vite. A priori, là, s'il vous plaît. Il y a Abou Yavé, lui, ça fait plaisir. Tu sais ce que m'a dit Abou Yavé sur ma femme? Tu sais que ma femme est marocaine. Abou Yavé m'a dit, oui. Abou Yavé m'a dit, vas-y, Abou Yavé, est-ce que tu peux répéter à Jean-Louis ce que tu m'as dit sur ma femme? J'ai dit que c'était le fait que quelqu'un qui dénonce, enfin qui combat autant l'immigration ou ce genre de choses, qui se marie avec une Marocaine, c'était le comble du racisme. Et le comble du racisme, c'est de... J'ai pas terminé, hein. Le comble du racisme, c'est de baiser ce qui te répulse. Voilà ce que j'ai dit. Je parle de ma femme comme ça, Jean-Louis. Jean-Louis, il parle de ma femme comme ça. Il a été vulgaire. C'est la dernière opportunité que tu as. Je te demande pardon, je te laisse une dernière occasion, mais il n'y a pas de promo. C'est la perversité. Non, c'était juste pour dire... La seule chose que je vais dire... Le proverbe. Non, mais la seule chose que je vais dire sur ça, je suis persuadé que ta femme marocaine, elle n'est pas musulmane, elle met pas son foulard, et elle déteste les musulmans qui veulent la loi d'Allah et la charia. Ils disent que ça, c'est pas des bons musulmans. Même si les musulmans modérés, on va dire... On est d'accord, mais... Non, mais je suis d'accord avec... Tu as tout à fait raison, Jean-Louis. Maintenant... Éteins ton micro à bout. Tu as tout à fait raison. Éteins ton micro, Abou Yavé. Il y a du bruit. Merci. Tu as tout à fait raison, Jean-Louis, de ce que tu as dit de ma femme. Maintenant, tu ne l'as pas insulté. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a été vulgaire. Elle m'a donné de magnifiques enfants. Ma belle famille est musulmane. Je les aime. Mes belles sœurs sont voilées. Je les aime. Et on s'entend très bien comme ça. Et il n'y a pas de haine. Par contre, le seul point que je dirais où tu t'es trompé, c'est elle déteste ou elle déteste les musulmans. Non. Elle aime sa famille. Elle n'a aucune haine en elle. On a élevé nos enfants
Et nos enfants choisiront eux-mêmes. Si demain mes enfants sont musulmans, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Bébert, Oui. est-ce que tu es d'accord que, et est-ce que ton épouse est d'accord que, avec tout le respect que j'ai pour tes enfants, que tes enfants sont des enfants de bâtards et des enfants illégitimes et des enfants qui sont faits dans l'adultère et dans le péché. Elle n'est pas musulmane, donc elle ne conçoit pas ça comme ça. Nos enfants sont des enfants légitimes. On s'est mariés. On s'est mariés à la mairie en France. On a légalisé notre mariage parce que j'ai récité la Shahada et je me suis converti au Maroc. Et donc, nos enfants sont considérés comme des enfants d'un couple musulman. Et c'est légal. Donc, tu vois, moi, je ne crois pas en l'islam, mais on a fait les démarches administratives, pas comme ça. Mais parce qu'il fallait le faire, Mais et mes enfants choisiront, hein. Je vais pas les dégoûter de leurs origines. Au contraire, ils savent qu'ils sont marocains. Hein. Donc, s'ils deviennent musulmans, il n'y a pas de problème pour moi. Ils feront leur choix par eux-mêmes. Sam, ne dis pas que Bébert est un mytho. Parce que tu n'en sais rien, parce que ça existe. Je vous le dis, ce qu'il dit explique. Ça peut vous paraître choquant, mais de plus en plus de Marocaines, malheureusement, Marocaines, Algériennes ou des Maghrébines, hein, ou même des Turcs, hein, elles disent, écoute, je vais avoir des problèmes avec ma famille. Tu sais quoi, tu dis Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je vais te montrer, tu dis que tu fais la prière, que tu es musulman, comme ça après, ma famille, elle te laisse tranquille. C'est ce qu'il a fait. Et après, on peut avoir des rapports et on peut être tranquille et il a fait ça, il n'y aura pas l'archoma et la honte qui va venir sur la famille. Attends, mais tu sais, Exactement, c'est ce que je viens de dire, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'il a fait, Bébert. Il a fait la shahada et tout pour pouvoir épouser. Et maintenant, il critique l'islam. Il dit que... Non, c'est pas, c'est pas pour pouvoir épouser, désolé. C'est pas pour pouvoir épouser. J'ai épousé ma femme en France, à la mairie. Donc, en tant que Français, on est marié légalement à la mairie. Après, il y a la loi française et il y a l'islam. Il y a les deux. C'est ce qu'expliquait Jean-Louis. Il y a les deux choses différentes. Mais non, mais je n'ai pas chadé. En France, pour pouvoir se marier islamiquement, pour marier à la mairie. On était en France. Attends, est-ce que je peux préciser? Nous vivons tous les deux. Non, attends. Nous vivons tous les deux. Sinon, je me tais. Continuez, je dirai après, mais je veux préciser pour que vous partiez pas dans tous les sens. Ma femme et moi, on s'est rencontrés en France. Nous vivons tous les deux en France. Et le premier mariage... Donc, on s'est mariés en France, selon la loi française, à la mairie, tout ça. Et ensuite, et après s'être mariés, des mois après s'être mariés, on s'est dit, pour que elle, au Maroc, dans son pays d'origine, ne soit pas considérée comme une femme, une fornicatrice, il fallait légaliser ce mariage. Et là, il a fallu que, effectivement, au consulat, je déclare être musulman, que je shahade et tout ça pour qu'elle soit tranquille par rapport à son pays d'origine. Mais sinon, si j'avais pas fait ça, on serait quand même mariés. On vit en France. C'était juste par rapport à la législation de son pays d'origine. Pas par rapport au fait que j'ai besoin de l'épouser. Bah, je l'ai épousée en France. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour légaliser ça dans son pays d'origine. C'est tout, hein. Et en fait, pour toi, ton épouse, elle se considère musulmane ou pas? Non, elle se considère pas musulmane. Et en fait, et au départ, quand elle s'est mariée avec toi, c'était en tant que non musulmane? Oui, en tant que non musulmane, oui. Elle avait déjà quitté l'islam avant de me rencontrer. Ah, donc c'est plus. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est une hypocrisie qui est encore mignonne, on va dire. C'est encore mignonne. C'est-à-dire, c'est culturel. Il y a une pression sociale. Elle fait ça pour sa pression sociale, mais et attends, mais encore une question, Bébert. Est-ce que ses parents savaient qu'elle n'était pas musulmane?
Non. Non, ils s'en doutaient, mais jamais. Ah, voilà. Mais quand Bébert il a fait la shahada, ils se sont dit, ah putain, on croyait elle était plus musulmane, mais vu qu'elle a fait faire la shahada à Bébert, ils se sont dit, Mashallah, elle nous a ramené un croyant. Tu vois? Voilà. C'est ça. Ça a inversé le truc, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, on en rigole, mais voilà le prix à payer de vivre chez les mécréants. Voilà ce que Bébert il est en train de vous mettre en face de vous, parce que je pense que certains musulmans ici doivent être dégoûtés de ça. À vous, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Pardon. Éteins ton micro chaque fois que tu éteins ton micro, parce que c'est insupportable, il y a des grésillements. Merci. Donc, je sais qu'il y a certains musulmans ici, ils sont dégoûtés. Ils doivent être dégoûtés d'entendre ce que vous venez d'entendre de Bébert. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est le prix à payer de vivre chez les mécréants, sous l'autorité des mécréants. Et il y aura de plus en plus de femmes qui vont apostasier et vont aller chez les bébères parce qu'ils sont plus gentils, parce qu'ils sont plus généreux, parce qu'ils ont un peu des pépettes. Ils vont aller vers ce genre de garçons très généreux, très très gentils. Ah, mais machallah, si elle tombe sur des bébères, ça va, c'est des mecs gentils, ça va. Si elle tombe sur des bébères, ça va. Voilà. C'est pas pire. Mais non, c'est très grave, parce que le jour du jugement, c'est l'enfer éternel. Si tu meurs comme ça, c'est pas pour jouer. C'est-à-dire que vous formez des hypocrites, vous faites un islam d'hypocrites, vous déposez vos filles 8 heures par jour avec des bébères à l'école, ils tombent amoureux et ils disent mais qu'est-ce que Allah il a à voir avec mon amour? Et puis ils deviennent mécréants. C'est ça la réalité, les frères. De plus en plus de musulmans, ils sont musulmans par tradition et le meilleur exemple que je peux vous donner pour prouver ce que je suis en train de vous dire. Regardez combien on était pour la fête de l'Aïd. Mashallah, on était des millions dans les rues, on a tous prié ensemble, Mashallah, la Oumma du prophète, on a même fait peur aux mécréants, il y avait des millions, des stades de foot remplis de gens qui priaient pour une prière qui n'était pas obligatoire, je vous le rappelle, qui n'était qu'une sunna. On était des millions. Et des femmes en maquillage, et des femmes avec des trucs, sans foulard, nani. On va prier tous ensemble, dans la mixité, dans la débauche. Soi-disant, pour une prière à 8 heures. Et la prière de l'aube, on était combien? Le Jumu'ah, on était combien? Les prières obligatoires, on était combien? Parce que la prière à 5 heures du matin, c'est celle-là qui est obligatoire. Vous y étiez tous là? J'ai pas vu de raz-de-marée pour la prière obligatoire. Obligatoire. Mais je vous ai vu en raz-de-marée pour une fête. Ça prouve que votre religion est devenue un folklore, en fait. Votre religion est devenue un jeu, un divertissement. Vous avez fait comme les juifs et les chrétiens. Vous avez fait de votre religion une tradition. C'est là, plus une conviction. C'est là qu'on se rejoint et c'est pour ça qu'on s'entend, Jean-Louis, toi et moi, c'est que moi mécréant et toi musulman, Assari, j'imagine, c'est que on déteste l'hypocrisie. On ne supporte pas l'hypocrisie. Et c'est là où je vous dis, il y a beaucoup de mécréants, quand ils entendent mon discours, il y en a certains musulmans, ils vont dire, ouais, mais tu joues le jeu des extrêmes droites, tu joues le jeu des racistes. Non. Je préfère un vrai ennemi en face de moi qu'un faux ami. Je préfère que je te dise, à toi ton système de vie, à toi tes trucs, à moi mon truc. Si on avait fait ça, je vous assure que des bébères et des gens mécréants, on aurait été beaucoup plus respectés. On aurait été beaucoup plus respectés par les ennemis de l'islam. À jouer le costard cravate. Vous êtes content maintenant, vous avez des bourgmestres noirs qui s'appellent des noms musulmans, mais qui sont bourgmestres. Et vous êtes content? Mais vous êtes une honte. Et vos bounty, ils vont se faire humilier.
Vous croyez que vous avez gagné quoi? Avoir Tu te rends compte que vous êtes des noirs bien blancs à l'intérieur. ils sont alliés avec les LGBT et compagnie, hein, le transgenre et tout, hein. Ils sont élire comme ça. C'est quoi cette corruption? C'est quoi ça? Moi, j'appelle pas ça rien du tout, quoi. Moi, j'appelle pas ça des musulmans. Comme tu as dit, mon frère Jean-Louis, des musulmans qui, soi-disant, pratiquent l'islam et qui vivent comme un. Eh ben, c'est pas comme ça. C'est pas des musulmans pour moi. Bah, Moi, mon but, c'est pas de faire le takfir. Mon but, c'est de mettre en lumière. Non, excuse-moi, Jean-Louis. Moi, mon but, c'est pas de rendre la vérité, mais de rendre les clients. Mon but, c'est de rendre la lumière. Non, Jean-Louis, tu fais le takfir, justement. Tu fais pas le takfir. C'est important parce qu'on a dit des trucs, et ton ami a dit des trucs comme ça. Oui. C'est bien que tu dises que tu fais pas le takfir. Ouais, le but, c'est pas de rendre mécréant ou quoi que ce soit. Le but. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, regardez, il y a quelqu'un qui m'avait dit, allez, on va dire qu'ils sont mécréants. Et alors, on ne doit pas les ramener vers l'islam? On ne doit pas les appeler vers la lumière? On ne doit pas les ramener vers chez nous? Donc, Wax 91, à toi la parole. Moi, je voulais dire, on ne peut pas vivre dans un peuple, déjà premièrement mécréant, et on ne peut pas s'associer à eux, et on ne peut pas rester dans un peuple où ils dénigrent l'islam, où ils rejettent l'islam, et à vivre comme eux ils veulent, à se faire poursuivre par la justice, à rester persécutés par ces mécréants qui veulent vivre, qui veulent qu'on vive comme eux ils veulent, et quand ils veulent qu'on vive une autre vie, qu'on suit la loi d'Allah et on veut la charia, ils t'emprisonnent, ils te font passer pour un fou, ils veulent te mettre la piqûre pour te mettre en hôpital psychiatrique. Qu'Allah nous préserve, il faut partir loin des pays européens, tout ce qui est pays de mécréants, il faut aller vivre la charia, les frères, dans des pays musulmans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en plein voyage, alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai eu des donateurs qui m'ont aidé et j'arrive bientôt dans un pays musulman, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Moi, j'ai une question. Alhamdoulilah, mais n'oublie pas une chose. Si tu ne fais pas une hijra intérieure, les gars, je vais faire ma hijra, hein. Vous voulez m'aider pour la hijra? Oui. Vous voulez aider pour la hijra? Je vais faire ma hijra. Hein. Et puis tu vas arriver là-bas et tu vas continuer à fumer parce que tu n'as pas fait une djihad intérieure aussi. Il y a un moment aussi. Non, mais je ne te parle pas de toi. Je parle d'un rappel général. Je dis que beaucoup de gens font la hijra, mais ils ne se réforment pas. C'est-à-dire que tu vas arriver là-bas, tu vas rencontrer aussi des fumeurs. En Algérie, il y a aussi des alcooliques. Aujourd'hui, il y a aussi des fornicateurs. Il y a aussi des gens qui courent après l'argent. Et si toi, tu ne changes pas dans ta mentalité, tu vas arriver en Algérie, tu auras les mêmes virus. Et pire, tu vas ramener les virus de la France que tu avais, tu vas les ramener là-bas. Donc, c'est surtout un travail intérieur, les frères. Loin de moi de faire le soufi, dit Allah, 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 Allah. Mais il est très important qu'on travaille sa spiritualité, les frères. Sa relation avec son Seigneur. Son dhikr, son programme, un wird, c'est-à-dire une organisation structurée. Vous avez affaire à des professionnels de la mécréance. Ne soyez pas des amateurs de la religion. Vous devez être des professionnels de la religion. Vous devez prendre votre religion là, avec vos molaires. Vous devez être sérieux avec votre religion parce que les gens, ils ne rigolent pas. Vous êtes en lutte. Vous êtes en guerre. Et c'est pas parce que vous serez en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie que vous n'allez pas lutter. Que vous n'allez pas devoir lutter contre vos démons intérieurs. Et que vous n'allez pas avoir difficile parce qu'il y a d'autres luttes qui arrivent. Moi, il y a des choses ici en Afghanistan, même si on est sur l'émirat islamique, il y a des choses qui me contrarient fortement en tant que musulman. Et n'oubliez pas, les frères. Il y a des choses qui te contrarient en Afghanistan? C'est ça? Non. Oui, il y a des choses qui me contrarient. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Moi, j'aime bien que quand on me dit 8 heures, c'est 8 heures. La Belgique, c'est carré pour ça. L'horaire, c'est l'horaire. Quand un gars, il me dit, on va à 8 heures, on va à 8 heures. Mais tu vois? T'as cru que les Afghans, c'était les Suisses du monde musulman? Tu sais, ça me rappelle le film.
Ça me rappelle un film. Quand il arrive à la douane algérienne, ils font fouiller la voiture, l'autre il dit oh, c'est pas possible et tout, ça fait 10 heures que ça traîne. Et l'autre lui dit oh monsieur, vous êtes suisse vous? Il dit oui, oui. Bah vous en Suisse, vous avez les montres. Il dit ouais. Bah nous en Algérie, on a le temps. En Afghanistan, c'est pareil. C'est tout, hein. C'est exactement ça. C'est pas mal. Mais quand moi je suis en train d'entreprendre, mais vous comprenez que quand moi je suis en train d'entreprendre ici, parce que j'ai des projets très sérieux, on a un projet de faire un waqf, un terrain avec 20 000 mètres carrés de terrain. On va planter plus de 3 000 arbres. On va faire un poulailler. On va faire. Donc j'entreprends des choses ici en Afghanistan. Et les gens ils me disent ouais, rendez-vous à 8 heures. Et ils viennent à 10 heures, 11 heures, midi. C'est pas possible. Mais c'est pour devenir fou, les frères. Et il me dit, t'inquiète. Et quand ils voient que je me hassop, je commence à m'énerver. Ils comprennent pas. Moi, ils comprennent pas. Ils deviennent... Parce qu'ils comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi il se prend la tête celui-là? Ça va, je lui ai dit tantôt, j'arrive. Pour eux, j'arrive. Dis-toi, t'as une fourchette. Mets 3 heures en plus. Moi, et encore, parce que toi, tu dois être peut-être en plus dans un endroit où il y a du passage, où il y a du monde. Moi, j'avais un ami à moi qui allait faire du surf en Afghanistan. Tu pourras même aller regarder sur Internet, il est connu. Il s'appelle Olivier Péan, P-E-A-N, T, et il fait du surf depuis 25 ans en Afghanistan. Même plus que ça, même. Bref. Et ce gars-là, il m'a dit... Il n'y a pas de mer? Pardon? Il n'y a pas de mer? Il n'y a pas de mer en Afghanistan? Non, du surf de montagne. Il surfe la montagne, gros, la neige. Du snowboard. Du snowboard, excuse-moi. Ah, du snowboard, ouais, nous, parce que moi, je viens des Alpes, on dit du surf, tu vois, c'est pour ça. Mais ouais, du snowboard. Donc, il fait du snowboard en Afghanistan. Ouais, il n'y a pas de merde. Je comprends ton interrogation. Du coup, je comprenais pas. Ouais, je comprenais pas pourquoi il dit il n'y a pas de merde. Ouais. Donc, du coup, et lui, il m'a dit, dans le village où il était, par contre, c'était pas 2-3 heures, hein. Le gars, il te dit, je repasse, il vient te voir le lundi, il te dit, ouais, je reviens jeudi. Ok, s'il arrive samedi, t'es content, hein, tu vois. Subhanallah, wa alaykoum salam. C'est ça, si ça. tu le vois revenir samedi, t'es content déjà, même si t'as dit qu'il est revenu jeudi, tu vois. Il m'a dit, il faut pas t'inquiéter avec ça. Là-bas, en Afghanistan, ça a l'air d'être monnaie courante, quoi. Mais ouais, je veux C'est l'Ardèche. En fait, l'Afghanistan, c'est l'Ardèche, en fait. C'est pareil, hein. J'ai compris. Mais les montagnes, elles sont extraordinaires. Elles ont protégé les musulmans ici de leur ennemi. C'est tout entouré de montagnes. Elles sont extraordinaires. Il y a des trésors, il y a de l'or dans les montagnes ici en Afghanistan. Il y a des gens, ils se font des millions avec l'or qu'il y a ici en Afghanistan. Ces montagnes sont très dures. Moi, je vous le dis honnêtement, j'arriverai pas à vivre dans les montagnes là-bas. Moi, je les regarde de haut et tout. Hein, elles sont belles, mais aller monter jusque là-bas, non merci, c'est trop haut, c'est froid, c'est non. Et pour aller voir un beau paysage, non, je regarde dans une carte postale et je suis content, quoi. Vous n'allez pas m'arnaquer à faire 5 km pour monter là-haut. Moi, ça me fait envie tout ça parce que j'adore la montagne. Le problème, c'est que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu m'invitais en Afghanistan, mais que tu me donnerais des coups de bâton par miséricorde. Et du coup, ça fait pas envie. Voilà, c'est compliqué pour moi. C'est pas des coups de bâton qui invitation, quoi. Il va t'attacher, il va te séquestrer avec les poules, et tu vas faire 2-3 œufs. Non. Et une fois que tu as fini de pondre 2-3 œufs, c'est vrai que ça fait pas envie. C'est vrai que j'aurais dû avoir une meilleure méthodologie pour lui faire dawa et pour lui faire ramener à l'islam et pour le faire ramener en Afghanistan. C'est vrai que mon coup de marketing, il n'était pas au top. Inviter le bébé à ramasser des coups de bâton, c'est vrai que ça ne donne pas trop envie de faire la hijra et de venir ici en Afghanistan. Je peux comprendre. En tout cas, moi, je t'adore, Jean-Louis. On est. Tu dis ennemi, ça me dérange, ça me dérange ce vocable de ennemi parce que pour moi t'es pas un ennemi déjà. Je vais m'occuper là, c'est pas faire le repas, les enfants, doucher, tout ça, donc je vais vous laisser. En tout cas, ça, Jean-Louis, que je t'apprécie beaucoup. Et puis, Merci. Je suis quelqu'un de. Tu sais, c'est même les gens à qui je me suis pris la tête, c'est pas le cas avec toi, mais d'autres.
les souvenirs, pour moi, c'est important, et les échanges humains. Et de toi, j'ai que des bons souvenirs, que des bons moments à me rappeler. Et ça me fait plaisir. Et merci beaucoup. Et je reviendrai de temps en temps dans tes lives, tu vois. Bienvenue, bébé. Et je demande à Allah, voilà. Tu sais que moi, c'est mon devoir. Je n'ai aucun moyen de te convaincre, mais par contre, je peux que témoigner. Et je demande au Tout-Puissant que Allah te guide à la lumière de l'islam. Et que parce que des gens qui ne sont pas hypocrites, on en a besoin, Bébert. On a besoin de gens qui ne sont pas hypocrites, qui sont sincères avec la religion, qui connaissent la religion et qui ne jouent pas avec la religion. Donc on demande à Allah qui te guide à l'islam, parce que ne regarde jamais les Arabes, ne regarde jamais l'islam à travers les musulmans. Regarde l'islam à travers l'islam, et peut-être qu'un jour tu trouveras la lumière. Et il y a des gens qui te suivent, qui trouvent la lumière en te suivant aussi. Ouais. Non mais voilà. Ne t'inquiète pas pour moi. Oui, je m'inquiète pour toi, je m'inquiète vraiment pour toi, parce que j'étais une âme et j'ai peur pour toi, comme j'ai peur, tu sais même pas à quel point j'ai peur pour toi, Bébert. Crois-moi, j'ai peur de ça me touche. Je n'ai aucun doute que l'enfer existe, je n'ai aucun doute que si tu n'as pas cette shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dans ton cœur et dans ton âme, tu vas rentrer dans la tombe et tu auras des problèmes. Je n'ai aucun doute, j'ai pas un atome de doute dans mon cœur. Donc, je te le dis par miséricorde et par amour fraternel d'humain à humain, je t'invite à revenir vers l'islam et à la lumière de l'islam, et ainsi que ton épouse. Oui, écoute, je suis très touché. Je suis très touché par ce que tu viens de dire. Tu as toute ma sympathie, comme j'ai dit, et ça me fait plaisir. Voilà, ça, du fond du cœur, ça me fait plaisir ce que tu viens de me dire. Et je vous laisse ce soir. Bonne cuisine, je reviendrai avec plaisir. Au plaisir, Weber. Au plaisir. Bonne continuation. Ciao, Bébert. Salut. Qu'Allah le guide, ça fait plaisir. Qu'Allah le guide, voilà. Alors moi, je suis pas étonné que Bébert il apprécie ton parcours, parce que c'est celui qui préconise pour les musulmans de France, malgré qu'il n'est pas musulman. Donc je comprends son attrait pour toi. Et je voulais juste aussi dire, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'est pas Olivier Péan, mais Hervé Péan, mon collègue qui fait du snowboard en Afghanistan. Si tu veux jeter un œil, il a fait pas mal de trucs avec l'Afghanistan à l'époque. Et il est sur TikTok? Non, lui il est pas sur TikTok. Non, lui c'est la montagne. Et il est pas. Mais tu peux regarder, il a fait un reportage et tout sur le coin où il était. Alors attends, parce que là je suis retombé sur un merde. Voilà, la meilleure solution, c'est d'aller vivre dans les montagnes et construire une belle maison. Non. On arrête ce genre de choses. Je vous dis, même si vous êtes dans la montagne, en haut d'une montagne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté en haut de la montagne, mais puis après il est retourné chez les gens. Et il a lutté avec les gens, il a patienté avec les gens. C'est-à-dire une retraite spirituelle, oui. Partir un peu en montagne, oui. Mais notre vie n'est pas faite pour rester dans la montagne tout le temps. Après, le prophète Mohammed, il a dit à la fin des temps, le meilleur d'entre vous, c'est quelqu'un qui va être de mouton en mouton, il va prêtre. Donc en fait, oui, c'est bien de pouvoir bâtir, mais tu vas devoir interagir avec des gens. Tu vas pas pouvoir mettre la charia dans une montagne. Si demain tu vas monter dans une montagne, tu vas vouloir mettre la charia dans une montagne, et les autorités vont dire, qu'est-ce que tu fais? Espèce de fou, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? C'est ça qu'il faut comprendre, les frères. Et à un moment, on vit avec des êtres humains. On vit à travers des êtres humains. On doit interagir avec les êtres humains, qu'on le veuille ou non. Et même s'il y a des hypocrites, il faut éviter simplement les gens hypocrites, les gens qui vous calomnient, les gens qui vous mentent, les gens qui vous n'avez pas confiance. Vous les évitez, mais vous rencontrez des gens lumineux. Et vous restez avec les gens lumineux. Yahya, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, Isser, comment tu vas? Quand je t'écoute, tu me fais peur. Dans le sens, c'est que tu dépasses les Afghans là avec ton comportement. Je te jure. Déjà, on nous dit comme quoi on est les plus durs, et si tu rajoutes une couche,
Ça, là, tu vas donner encore. On est interdit de 190 pays. Tu vas nous rajouter 199 la totale. Déjà qu'on est notre passeport, c'est le dernier à cause de notre religion. Tu vois, si tu. Grâce à ta religion. Moi, ce qui m'a fait rire, tout à l'heure, t'as dit au frère tout à l'heure, t'as dit à l'autre ami, je sais pas si je peux dire, tu lui as dit oui, et tes enfants, c'est des bâtards. Après, tes mots sont durs, mais c'est la réalité. Tu comprends ce que ça veut dire quoi, un bâtard? C'est bâtard, le nom, il est, on va dire, le nom, il fait peur, mais c'est, en fait, quelqu'un qui met un enfant au monde où le père disparaît, et tu grandis un enfant. On donne de l'amour, quoi qu'il arrive, c'est un enfant, oui, il faut le protéger, ceci. C'est un impact. Comment? C'est un impact de la fornication. Attends, c'est un impact. Ça touche. Je dis ça touche, quand il dit le mot bâtard, ça a un impact, ça touche. Oui, ça a un impact, mais c'est quoi le mot que tu dois dire? Quel mot il doit prononcer? C'est un enfant de fornication. Bien sûr, c'est triste, mais malheureusement, il y a de plus en plus de... Vals, mute ton micro, j'ai fini, après tu peux parler, il n'y a pas de problème. Tu sais, Jean-Louis, de plus en plus de couples comme ça existent chez les musulmans. Attends, je sais pas pourquoi ça parle en même temps et tout. Il a pas mal pris, hein. Il a pas mal pris, hein. Ouais, il a pas mal pris ce que tu as dit, Jean-Louis, c'est la réalité. Après, ce que tu as dit aussi, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Si tu n'as pas ce discours, bah du coup, dans ce cas-là, les musulmans, on va continuer dans ce... J'ai un ami à moi, j'espère qu'il ne m'écoute pas, c'est un ami très proche. Il est resté pendant 8 ans avec une femme. 8 ans, c'est un frère, il s'est converti, 8 ans avec une femme. Il m'a dit, c'est une fille bien. Moi, je lui dis, regarde, marie-toi avec elle avant que ce soit trop tard. Là, tu es dans le haram, quoi qu'il arrive et tout. La fille, ils se parlent entre eux, ils se parlent de la religion, ils se parlent de tout. Ils se parlent toute la journée de la religion, 8 ans. Je me coupe. Bah bon, mets ton micro, mon frère, laisse-moi finir, après tu peux parler dessus si tu as un truc à rajouter. Bah bon. Ouais. Éteins ton micro, s'il te plaît, quand tu parles, quand les gens ils parlent, parce que ça fait des grésillements. Ah, ok. Mais de toute façon, moi, j'ai bougé. Ah bah bouge. Bah bouge, mon frère, Bah bouge alors, qu'est-ce que tu viens faire? Oh là là, mais vas-y, bouge, moi je te fais bouger. Qu'est-ce que ça m'a dit, toi qui vas bouger? Yahya, j'ai un frère, 8 ans avec une fille musulmane, 8 ans avec une fille musulmane dans le haram. Et à la fin, ils sont séparés. Moi, mon frère, mon ami, je lui dis, regarde, tu sais, tu connais ta religion, tu connais le droit chemin. T'as pas fait le halal, t'es pas resté avec une fille, t'as pas fait ton mariage, tu l'as fait perdre son temps, t'as perdu ton temps, et t'es resté dans le haram pendant 8 ans. Aujourd'hui, il est célibataire. Si vous voyez dès le départ, ça marche pas, ne rentrez pas dans la fornication. Dès le départ, dès le 3e jour, la première jour, d'accord, je peux dire, vous avez fait une connaissance. 2e jour, vous allez à la mairie, mariage, si elle ne veut pas ou si lui, il ne veut pas, ça s'arrête, continuez, stop. Demain, si ça marche pas, au moins, vous avez essayé. Donc, l'islam, c'est pas interdit le divorce. Dès le début. Normalement, il n'y a aucune fornication dès le début. Bien sûr, c'est interdit. Yahya, je te laisse parler. Non, c'est exactement. Mais même quand tu parles par téléphone avec une femme, c'est comme si c'est de la pré-fornication. Oui, mais de toute façon, maintenant, on vit dans un monde où toutes les portes de la fornication, elles sont grandes ouvertes. Elles sont grandes ouvertes. Qu'on le veuille ou non, tout a été mis en place pour que vous forniquez. Je vous le dis honnêtement, depuis le tout petit, depuis que vous êtes jeune, à l'école, dans la mixité, vous êtes tout le temps dans la mixité, vous êtes tout le temps avec des garçons, tout le temps avec des filles, tout le temps sans foulard, tout le temps, vous êtes mis sous pression pour la fornication depuis tout petit. Je vous le dis honnêtement, je ne connais pas dans ma vie quelqu'un qui n'a pas eu des rapports en dehors du mariage. Je n'ai pas connu des gens, il n'y a que ici en Afghanistan que je connais ça. Les Afghans, oui, je connais, mais non, ils n'ont pas des rapports avant le mariage. Non, mais en Europe, je n'ai pas connu des gens qui sont restés purs jusqu'au mariage. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui quand même qui sont prudes et tout et qui restent vierges jusqu'au mariage. Non, ça arrive, Jean-Louis. Même tu en connais, toi? Tu en connais? Je connais des jeunes qui ont... Après, je suis pas dans leur vie privée, tu vois. Je suis pas dans leur vie privée. Non, mais sincèrement, moi je te parle... Attends, je te parle sincèrement.
Non, mais moi aussi, Ah sincèrement, bon, c'est je des te parle personnes. sincèrement. Moi, je connais des jeunes, des Est-ce que jeunes tu en filles connais? ou Non, garçons qui sont moi je te sérieux. parle connaître, fréquenter, que Et le gars il se croyez-moi, confie à toi. Et qui te dit, pas quelqu'un qui te dit en façade, non, j'ai jamais fait alors qu'il a fait. ah, moi, j'ai des jeunes qui sont des jeunes. Mais Je vous en connais. connaissez, et si vous en connaissez combien? Après, ça, tu sais, pas tout, Moi, tout le monde. sur 1000, j'en connais 1000. Donc, lui, sur 1000, il connaît 1000 qui ont forniqué. Moi, sur 1000, j'en connais 1000 qui ont forniqué. Toi, tu en connais combien? Bah, je peux pas te dire. Ça reste une expérience personnelle, comme il dit Momo 13. Je peux Non, pas. non, combien t'en connais? Combien Ouais. t'en connais? Ah, je sais pas, j'ai pas comptabilisé, mais déjà, il y en a pas beaucoup, ne serait-ce qui viennent se confier là-dessus, peut-être, tu vois. Mais j'en connais trois quatre peut-être, pas plus, je te l'avoue. 3, 4, sur Ouais. combien? Sur des milliers de personnes que t'as rencontrées dans ta vie? Non, c'est pas sur des milliers de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, mais qui se sont confiées là-dessus, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui confie ça non plus à tout le monde, tu vois. Donc, soit. On va pas tourner autour du pot. Moi, j'étais jeune. J'étais à l'école. Si toi, t'as pas été à l'école et t'as pas vu ce qui s'est passé à l'école, je comprends pas comment t'as mis des œillères. Mais moi, Oui, mais j'étais à l'école. Si un garçon, Je te dis pas, je te dis. écoute, Oui, si vas-y. un garçon, il n'avait pas des rapports à 12, 13, 14 ans avec une fille, l'école, il se moquait de lui. Ouais, non, Vrai ou pas? je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Il y a toi. des parents, ils Mais encouragent carrément leurs enfants, carrément. C'est Jean-Louis, tu sais. Tu peux avoir un petit après 13-14 copain. ans, c'est peut-être un peu jeune. Vous voyez ça un peu jeune, peut-être. Je te dis pas que ça arrive pas, hein, qu'il n'y ait pas des jeunes de 13 et 14 ans qui n'ont pas des rapports. Mais en général, les parents, même en Occident, ils les encouragent, si on peut le dire, après, un peu plus tard que 13-14 ans. Faut pas déconner. Il faut pas non plus stigmatiser les choses, quoi, tu vois. C'est des enfants, tu sais, les gens, c'est leurs enfants aussi, hein. Même que tu le veuilles ou non, ils les aiment, leurs enfants, tu vois. Donc, s'ils peuvent avoir des rapports le plus tard possible, après, je sais pas moi, jeune adulte, ça va bien, quoi. Abou, on revient à la base. À 12 ans, tu considères une fille comme un enfant? À moi, oui, à 12 ans, je considère une fille comme un enfant. Oui. Voilà. Vous avez entendu? Éteins ton micro parce que là, tu as dit une de ces boulettes. Mes frères, écoutez bien. Une fille à 12 ans, une fois qu'elle a ses menstrues, elle est considérée auprès d'Allah Ah ouais, comme c'est une ouais. jeune fille, Ouais, ouais. une jeune femme. Ouais. Elle est menstrue, il n'existe pas l'adolescence. De 12 ans à 18 ans, ça c'est ce que les mécréants ils nous ont inventé pour nous manipuler et pour justifier qu'à 12 ans, tu as le droit d'avoir une petite copine, tu as le droit d'avoir un petit copain, tu as le droit, t'es jeune. Mes frères, je vous le dis, il n'existe pas l'adolescence. Tu passes de enfant, Non, mais jusque 12 ans, tu deviens une jeune femme. en fait, regarde, l'adolescence, c'est la période où, d'accord, tu sais, une jeune fille, elle peut avoir ses règles à 12 ans, comme tu as dit, tu vois, il n'y a pas de problème, mais elle n'a pas fini sa croissance. Tu vois, son corps, il n'a pas fini de se développer pour devenir une adulte. Donc oui, pour moi, c'est Je peux encore un rajouter enfant. quelque chose, C'est si le encore un frère il enfant. me le permet. Mais ouais, Ça, c'est la raison, Jean-Louis. Tu C'est sais, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi. Un enfant, une fille de 12 ans, ça reste un enfant. Je suis d'accord. En même temps, je donne raison aussi. Je donne pas tort à Jean-Louis. Dans quel sens? En France, si tu regardes, une fille de 12 ans en Afghanistan et une fille de 12 ans en France, pour moi, c'est pas les mêmes. Je veux dire pourquoi? Parce que si tu regardes les images en Afghanistan, on n'a pas toutes ces images qu'on a en France. C'est-à-dire, tu atteins plus rapidement la puberté en France qu'en Afghanistan, par rapport aux images, par rapport dans l'environnement où tu vis. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues en Afghanistan, même à l'âge de 15 ans. alors ça, je peux te dire. En Afghanistan, on n'a pas les mêmes... Aujourd'hui, tu regardes, la plupart des adolescents de 13-12 ans, ils regardent des choses. Oui, Jean-Luc. Excuse-moi, Jean-Luc aussi. Je voudrais juste te dire une chose. Excusez-moi, je vais terminer sur quelque chose de très important. Ah. Je ne parle pas de croissance, comme Abou veut me faire passer sur une enfant qui a une croissance. Je ne parle pas de la croissance. Je parle pour un musulman à 12 ans, une fille et un garçon devient responsablement, civilement responsable devant le roi des rois et les anges notent. Jusqu'à 12 ans, les anges notent pas.
à partir de 12 ans, quand vous êtes pubère et commencez à avoir des menstruations et que vous devenez une femme capable d'avoir des enfants, et même si vous n'êtes pas encore formé, vous êtes responsable de vos actes à partir de 12 ans. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que il n'y a plus, on est ado. Parce que souvent ici, de 12 à 16 ans, si tu fais des actes condamnés par la loi, parce que tu es adolescent, tu n'es pas puni comme quelqu'un qui a 18 ans. Oui, parce que tu as... Vous voyez comment Shaitan y joue? Non, mais parce que tu prends la lecture, bien sûr, parce que toi, tu as la lecture religieuse. Mais la science qui se base sur des faits, elle dit autre chose. Elle dit que à 12 ans, on n'est pas encore un adulte. Et ce qui fait qu'un enfant sera plus développé qu'un autre, tout dépend de la société ou l'endroit où il va être, ce qui va être important pour son développement et ce qui pourrait accélérer son développement, en fait, c'est l'alimentation. C'est pour ça que quand notre ami nous dit « je suis arrivé en Europe, moi j'ai vu des choses qu'en Afghanistan j'ai pas vues », ben c'est normal, c'est parce que les enfants sont alimentés de manière correcte et donc sont développés plus rapidement. Un adolescent de 12 ans en Europe est plus développé qu'un adolescent de 12 ans en Afghanistan par rapport à la nutrition. Voilà, mais moi, je te parle du nouveau. En fait, tu m'écoutes pas. Hein. Tu m'écoutes pas. Si tu m'avais écouté, j'aurais dit, je ne parle pas de comment tu deviens plus fort. Si tu joues à la Barbie, à la PlayStation et que tu manges des Kellogg's, tu vas pas avoir la même croissance qu'un enfant en Afghanistan qui est déjà en train de porter à 12 ans. Des femmes à 12 ans, à 13, 14 ans, 15 ans, elles savent tenir un foyer. Elles savent coudre. Elles savent peindre. Elles savent repasser, elles savent faire à manger, elles savent tenir un foyer à 14-15 ans, ici en Afghanistan. Elles savent déjà être responsables d'un foyer à 14-15 ans. Une fille à 14-15 ans en Europe, c'est tout juste si elle sait faire à manger. Si elle sait faire à manger, c'est beaucoup. Repasser, non, flemme. Donc à un moment, la réalité n'est pas la même, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je te parle de l'islam parce que la science, elle te dit des choses, mais l'islam, elle te dit des choses. Et l'islam, elle te dit que à 12 ans, dès que tu es menstrué, tu es une jeune femme et tu es responsable de tes actes. Oui. Yahya, c'est totalement... Il a raison. Nous, en Afghanistan, on se marie à l'âge de 18 ans. Moi, je me suis fiancé à l'âge de 18 ans. La fille, elle a 18 ans. À partir de 16 ans, en Afghanistan, une femme, elle peut se marier. On l'appelle une femme, oui, une jeune fille. Elle peut se marier, oui. C'est pour éviter, en France, en Europe, il n'y a aucun problème. C'est qu'ils ont des connaissances, il y a des attouchements et tout. Mais en Afghanistan, pour éviter tout ça, les parents, ils prennent pas le risque. Moi, j'étais en France, on m'a ramené en Afghanistan. Je vais pas dire qu'on m'a marié de force. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis content. J'ai pas fait d'erreur. J'ai 3 petits garçons. Je me suis marié très jeune. C'est ma famille, ils ont eu peur de la société. Et je me suis marié en Afghanistan. C'est que aujourd'hui, si tu regardes en France, tous les gens, la plupart, ils ont eu des mauvaises aventures. La plupart, ils sont tous seuls, sans enfants. Regardez, Uzer, je vais te dire, ils sont choqués qu'un garçon se marie à 12 ans. On va dire à 14, 15, 16 ans, 17 ans. Ils sont choqués ici en Europe. Enfin, ici en Europe, moi je suis en Afghanistan. Mais vous, en Europe, vous êtes choqués quand quelqu'un se marie à 16 ans avec une fille de 16 ans parce qu'ils sont tombés amoureux et ils veulent être dans le halal, ils veulent se marier. Vous êtes choqués. Mais quels sont des petits copains Quoi Mais quels ont des petits copains à 16 ans? Quels ont des petites copines à 16 ans? Il faut qu'ils soient adolescents, ils sont jeunes. Il faut que jeunesse se passe. Il faut qu'elles s'amusent encore. Elles sont encore jeunes. Elles ont le droit de s'amuser. Elles ont le droit d'avoir des petits copains, des petites copines. Regarde, il a confirmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle avait quel âge? Non, mais il a confirmé, notre ami qui est tout en haut, Uzaïr, il a confirmé ce qu'on disait, c'est-à-dire que lui-même, il s'est marié à 18 ans, sa femme, elle devait avoir 16 ou 18 ans, d'après ce qu'il disait, donc 16 et 18 ans, c'est quand même pas pareil que 12 ans, je suis désolé. Hein. Mais la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle avait quel âge? Elle avait 6 et 9 ans. Elle avait plus que 16, elle avait 16 ans, 17 ans, je c'est crois. une question... 9 ans, Mais de toute façon, c'est une question de culture. Non, ça, vous n'êtes pas dans la culture. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la culture.
En Amérique, il y a des endroits, à 14 ans, des filles, elles peuvent déjà se marier. C'est la culture, en fait. C'est la culture qui vous choque parce que vous avez été endoctriné depuis vous êtes adolescent. Le mot adolescent vous a piégé. Et depuis que vous êtes piégé avec ce mot adolescent, vous tolérez qu'elle fournique, mais vous ne tolérez pas qu'elle se marie. Et le diable a gagné. Et le diable, il rigole avec les musulmans, les sarrasins, qui vivent dans la culture des Français. Ils tolèrent qu'elles ont des petits copains. Ils savent, et on l'a démontré dans ce live, ils savent qu'à 99%, elles vont avoir des petits copains. Ils vont forniquer. Et ils vont avoir des rapports en dehors du mariage. Vous êtes convaincus que vous jouez à la roulette russe et que vos enfants, à l'école, elles vont avoir des petits copains et des petites copines. C'est impossible qu'elles vont pas avoir des petits copains et sauf miracle d'Allah, exception, guidée d'Allah, c'est même pas la guidée de vous, hein, c'est pas vous qui les avez aidés. Hein. C'est vraiment que Allah les a protégés comme il a protégé Marie, bénie soit-elle. Mais ça serait une exception. Mais la majorité, vous devez prendre conscience que si vous voulez rester en Europe et que vous jouez le jeu de adolescent, 12 ans, 18 ans, 20 ans, je vais faire les études, je vais apprendre, vous avez permis la fornication à vos enfants indirectement. Oui, mais en attendant, pour ce que tu disais, c'est une exception, tu sais pas ça, hein, il n'y a que Allah qui décide. Il n'y a que Allah, s'il a envie qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se préservent, et ben, il y aura de plus en plus de jeunes qui se préservent, hein, et ça sera de sa volonté. Donc, les écoles françaises, ils apprennent aux femmes à devenir des hommes et des hommes à devenir des femmes. Donc le frère, il est en train de jouer à la roulette russe. Le frère Abou, là, il est en train de jouer à la roulette russe avec l'islam. C'est-à-dire que quoi? Il te dit, attends, laisse-moi terminer, tu prends en otage le créateur des cieux et de la terre, que Allah, il peut faire ce qu'il veut. Attendez, je vais vous dire clairement. Pilule du lendemain. Pilule du lendemain. Fornication ouverte. Mixité. Vous les déposez 8 heures par jour dans une école où elles ne peuvent pas prier. Pas d'Allah, mixité, avec des garçons qui ont plein de boutons, qui commencent à avoir de la testostérone, qui ont envie de connaître c'est quoi un garçon, qui quand ils se réveillent, ils ont du blanc, du liquide blanc qui sort parce qu'ils commencent à avoir plein de testostérone, plein de boutons, parce qu'ils commencent à être en pleine envie. Vous les laissez à côté de ces garçons. À l'école, on leur apprend la pilule du lendemain, on leur apprend comment faire un préservatif, on leur apprend comment ça, mais si Allah il veut, il peut guider tout le monde. Mais c'est toi qui les mets dans le trou, c'est pas Allah. C'est toi qui les mets dans un truc. Tu les mets au milieu des loups, et puis tu t'étonnes qu'elle se fait dévorer par les loups. Ouais. Même les loups, ils ont émigré. Mais même les loups, ils sont partis. Même les loups, ils ont compris que c'était trop grave ce qu'ils faisaient là-bas. Écoute, moi c'est mon point de vue. Mais sur ce, je te remercie Jean-Louis. Je reviendrai te voir. Hein, j'essaierai de venir avec mon collègue et je t'invite à aller voir un site sur mon collègue qui fait du surf en Afghanistan, du snowboard. Voilà. Allez. Ouais, envoie-moi le nom en privé parce que je le retiendrai pas comme ça. Dommage que vous n'avez pas répondu à la personne. J'ai pas compris sur quelle question. Mais au plaisir, mon frère. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous fasse. Je vais répondre à ta question. En fait, Aïcha, elle avait 9 ans ou 6 ans et tout ça, c'est des accusations. C'est des accusations qui ont été qui ont été portées contre le prophète sur cette question. Les musulmans sont divisés. Tu as des gens qui te disent autre chose, mais on n'avait pas le vrai âge. C'est comme dans certains pays aujourd'hui, même aujourd'hui en 2026, il y a des gens, ils connaissent pas leur âge. On connaît pas. Elle avait pas 9 ans, elle avait pas 6 ans. Imaginez un prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pensez vraiment un homme de telle valeur pourra accepter une fille de 6 ans ou 7 ans? Elle va avoir des rapports. C'est des accusations qui ont été portées contre le prophète. Mettez-vous à la place des compagnons qui ont suivi le prophète. Vous pensez vraiment qu'ils auraient suivi un homme comme ça? Je vais pas prononcer les mots. C'est des accusations à cette époque. Oui. Uzer, la seule chose qu'on peut dire, c'est que même les ennemis de l'islam
qui ont fait tout pour calomnier le prophète Mohammed sallam ne l'ont pas attaqué sur ça, sur son mariage. Tout ça, c'était des mensonges. Yahya, si tu regardes, elle avait 18 ans, 19 ans à son mariage. Tout ça, c'était des accusations qui ont été portées contre lui pour le diaboliser, pour le salir. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si tu il y a des gens, tu leur demandes en Afghanistan, c'est quoi ton âge, ils connaissent même pas leur âge. C'était pareil, je te parle il y a 1400 ans. C'est Uzer. Et même si, on va dire qu'elle avait 9 ans, est-ce que ça a été consommé? Ça n'a pas été consommé à 9 ans, le mariage, et il y avait une sagesse divine vis-à-vis de ce mariage. N'oublie pas que notre mère, Aïcha, elle a été calomniée par jusqu'à maintenant, elle se fait calomnier par les chiites, de fornicatrice. Et notre mère Aïcha, c'est elle qui a rapporté le plus de hadiths. C'est elle qui devait savoir tout ce qui s'est passé. Et elle devait être mariée jeune pour pouvoir montrer. Pour les hadiths, il y avait une sagesse divine vis-à-vis de ce mariage-là, qui nous dépasse, nous, en tant que... Allah, il a fait ce mariage, un mariage miraculeux pour, justement, qu'elle puisse donner tous les hadiths et l'explication. Mais moi, je suis pas là pour débattre du temps. Je vous dis que même le temps. Donc, mais on va revenir aux choses sérieuses, les frères. Est-ce que je peux mettre le costume de HPA, les frères?